Merci, Yann. Bon, en fait, le temps a été respecté, il n'y a pas de gros accros. Donc, nous allons passer à la communication suivante qui concerne la restauration de closoirs provenant de la maison du Viguier à Puisserguier. Donc, cette restauration va vous être présentée par 3 intervenants. Jérôme Ruiz, Florence Meyerfeld, Sandra Abreu, qui sont des restaurateurs de peinture installés dans le Lauragais, leur atelier dans le Lauragais, et interviennent sur des peintures sur toile et sur des peintures sur bois polychrome. Voilà, je leur laisse la parole. Bonjour à tous, nous sommes donc l'atelier du Lauragais et nous allons vous présenter la restauration de 36 closoirs qui proviennent donc de la maison du Viguier qui se situe à Puisserguier. Ce chantier a été entrepris en fait par la mairie de Puisserguier et suivi par Nicolas Bru, conservateur du patrimoine, et sous le patronage de Monique Bourrin de la RCCPM. Donc pour vous présenter, en fait, en 2011, donc il a été découvert le plafond peint de la maison de Viguier à Puisserguier par le maire. En fait, à la base, la maison devait être démolie, parce qu'en très mauvais état. Et en fait, il a pu voir des peintures, donc il a tout de suite tout stoppé pour sauver cette peinture murale, ce plafond peint, pardon. En 2012, la maison du Viguier et le plafond est donc classé au titre de monument historique. Et une première étude est conduite sous l'architecte du patrimoine, Monsieur Fior, en 2014, où des tests de restauration ont été réalisés par Myriam Assier, qui est une restauratrice de peinture. En 2015, Jean-Marc Stouff a également intervenu directement in situ, où il a fait des tests de décrassage et également il a fait une restauration d'un closoir au complet. Et en 2016, en fait, les closoirs ont été déposés par une équipe de restaurateurs qui, effectivement, comprenait un restaurateur de mobilier et une restauratrice de peinture. En 2018, il y a eu une étude des closoirs, des analyses réalisées par le CICRP. Et donc, il y a eu 2 sessions, deux séries de restauration. Une première qu'on a fait en octobre 2021 et une deuxième donc en mars 2022. Donc, sur cette diapositive, en fait, on peut voir la maison du Viguier à Puisserguier, vue d'extérieur, donc sur celle en haut à gauche. Et à votre droite, on peut voir en fait une photo in situ qui a été tirée de la première étude, où l'on voit donc le plafond avant la dépose. Sur celle du bas, on voit un petit détail d'un closoir, comme on pouvait le voir d'en bas. Et donc, faut savoir que c'est à peu près des planchettes d'environ 1,5 cm d'épaisseur et que leur taille est assez variable parce que l'espace entre les solives n'est pas toujours la même. Donc, elle se situe environ entre 35 et 43 cm. Donc là, on a pareil des petites photos qui ont été prises de la première étude en fait, qui nous a permis de comprendre ce plafond, où l'on peut voir en fait une vue du dessus. Donc ça, alors je ne sais pas comment on fait pour montrer. On appuie. Oh non, c'est pas comme ça. Sur le bouton rouge ? Non. Ah, autant pour moi. Donc voilà, sur celle-ci, on peut voir une vue du dessus, parce qu'en fait, pour accéder et pour pouvoir déposer ces closoirs, puisqu'en fait, ce plafond était au premier étage. Donc on a dû démonter le plancher du premier étage pour accéder en fait au plafond. Donc là, on voit bien en fait les closoirs, comment ils sont emboîtés dans des rainures qui sont taillées sur les flancs des solives. Et pour ce faire, donc, les closoirs sont taillés en biseau sur les côtés. On peut aussi également voir que les rainures ne sont pas droites, elles sont légèrement inclinées pour que lorsqu'on est en face,
on puisse bien voir l'iconographie de ces closoirs. Bien que là, ils sont remplis de badigeons. Et on dénombre à peu près 96 closoirs au total. Là, ça vous donne une petite idée, pareil, c'est tiré du rapport, de l'étude de Monsieur Fior, où l'on voit en fait la répartition des altérations superficielles de polychromie. Voilà, là j'en dirai pas plus. Alors, in situ, lors de la dépose, ils ont décidé de poser des papiers de protection, ce qui est normal, sur la couche picturale et de consolider les supports. Alors pour la couche picturale, ils ont posé des papiers de protection avant de les déposer, pour qu'il n'y ait pas de risque de perte. Et quant au support, c'est pour pouvoir les transporter et les manipuler. Des taquets ont été posés au revers des closoirs, comme on peut le voir sur la photo. Donc nous, on a reçu les closoirs à ce moment-là, nous ont été confiés donc, et nous avions donc des closoirs avec des papiers de protection et des closoirs sans papier de protection. Et donc tous ceux qui ne présentaient pas de fragilité ont été emballés directement dans des caisses, enfin dans du Tivex, afin de pouvoir être transportés. Donc nous, une des premières choses en fait, ça a été de voir comment faire pour refixer ces closoirs qui présentaient des soulèvements et qui étaient sous papier de protection. Donc on a fait des tests sur les bordures des closoirs, comme on peut le voir sur la photo ici. Et on est venu retirer délicatement, après avoir passé l'adhésif, pour voir quel était celui qui fonctionnait le mieux. Parce que finalement, ce qui était prioritaire, c'était qu'on puisse refixer pour pouvoir après passer à l'étape suivante, qui était le nettoyage, pour cela. Lorsqu'on a défini quel était l'adhésif qu'on allait choisir, on a pu retirer délicatement, progressivement, et réintervenir au besoin lorsqu'il y avait des zones, du fait des différentes couches de badigeons, ont fait que c'était plus ou moins facile de refixer. C'est pour ça que sur la photo, par exemple, ici, on voit des restes de papier. Parce qu'on les a conservés et on a dû refaire des refixages. Je vais maintenant vous passer la parole à ma collègue, à Florence. Bonjour. Donc voilà, vous avez ici l'état des closoirs. Alors on avait plusieurs types de badigeons sur ces closoirs. Il y avait d'une part un badigeon gris qui avait été passé quasiment presque sur l'ensemble, de la suie et un badigeon blanc. Certains closoirs, donc comme ici, non c'est pas ça, c'est ça. Donc ici vous avez les closoirs qui apparaissent donc en noir, qui sont globalement entièrement recouverts de suie, avec des traces de badigeon gris. Comme vous voyez, on a très peu de lisibilité sur leur iconographie. On a des closoirs gris, avec des restes de badigeon blanc, qui correspondent donc au dernier badigeon. Et donc ça, c'est globalement des closoirs qui sont entièrement recouverts de badigeons, soit qui sont partiellement recouverts de badigeons. Et puis évidemment, les traces de lacunes. Certains closoirs ont largement souffert de l'humidité et sont très parcellaires au niveau de leur décor. Les closoirs blancs, donc on a un badigeon blanc de chaux qui a été passé sur certains closoirs, qui recouvre un badigeon gris, et ce sont les closoirs les plus compliqués, les plus complexes, parce que le badigeon blanc est épais et très et dur. D'autant que on a des phénomènes d'humidité qui ont créé des taches, on voit ici, hein, là où j'ai l'endroit que je montre. Donc manifestement, les badigeons se sont imprégnés d'humidité
et sont devenus plus, bizarrement, plus solides en fait. Et on a dans ces cas-là une fragilisation de la couche colorée de la polychromie originale, alors qu'on a des badigeons plus compacts. On a aussi des cas particuliers avec des closoirs qui présentent des taches dues probablement au nid d'hirondelle. Donc, c'est manifeste ici sur ce closoir, avec ces espèces de taches rondes et les nids d'hirondelle qui sont faits avec une sorte de salive ou un mucus qui provoque ces taches blanches. Et puis ici on a un phénomène de petits granulats blancs qu'on peut, au départ, on peut penser qu'il s'agit d'une préparation mal broyée, et en fait, il semblerait, c'est un phénomène qui se retrouve sur plusieurs closoirs, plus ou moins partiellement, c'est-à-dire que certains closoirs, comme celui de l'homme barbu ici, sont complètement sujets à ce phénomène-là, et d'autres le sont très partiellement. On pense, alors donc on a émis des hypothèses, mais on pense quand même que l'humidité y est pour quelque chose, évidemment, comme souvent, et puis peut-être la pollution, voilà. Mais on n'a pas d'explication claire. Donc voilà le dégagement des badigeons. Et de la suite, donc on se retrouve avec notre scalpel. Le badigeon blanc est très sensible à l'humidité, donc quand même, quand on l'humidifie, on peut le gratter. Le badigeon gris également, mais évidemment, le problème, c'est d'arriver jusqu'à la polychromie originale, qui souvent est très fragile, et par ailleurs les badigeons ont recouvert une polychromie qui était déjà usée, qui était déjà abîmée, et donc on ne sait jamais ce qu'on va trouver en fait sous les badigeons. Par exemple sur ce closoir, on avait ici à gauche une scène qu'on a pu dégager en relativement bon état, alors que sur la partie droite où vous voyez la tache due à l'humidité, la scène est quasiment, enfin on a pu l'identifier, mais elle a quasiment disparu. Voilà des étapes du dégagement, et donc vous voyez les problèmes de fragilité, le dégagement du badigeon blanc, le dégagement du badigeon gris, la polychromie. Ici la scène donc qui apparaît, qu'on appelle la scène de l'attelage, où on a 2 petits ânes et une charrette. Et alors qu'à droite, on est resté longtemps perplexe et on a fini par identifier un personnage. Donc on a des yeux qui sont visibles ici, et voilà, c'est un personnage on lui voit le haut des épaules. Un autre dégagement très complexe, lié à ces fameux badigeons blancs très compacts. Donc on perçoit peut-être un petit peu la difficulté du dégagement, voilà, et bon, je m'attarderai pas, mais vous avez le résultat ici, avec une polychromie qui est quand même très usée. On a fini par laisser les restes de badigeon gris. Voilà, bon, c'était un closoir qui n'allait pas être exposé et qui avait donné ce qu'il pouvait donner au niveau de son contenu iconographique. Un phénomène, quelque chose de plus facile, c'est ce badigeon gris qui est ici moins compact et qui du coup peut se gratter, enfin peut se frotter avec une petite brosse
dur, et on a eu donc des belles surprises sur des icônes, ici ce blason qui est revenu en assez bon état. Voici encore un exemple de ce badigeon gris qu'on peut gratter, qu'on peut par frottement, enfin qui se pulvérise, et vous voyez apparaître ce personnage de sirène qui est lacunaire. Hein, on voit que l'humidité a fait son travail. Et enfin, un dernier exemple sur un closoir gris, où on voit apparaître un très beau visage de femme avec une sorte de casque. On remarque également que la polychromie a complètement disparu. La polychromie du fond, verte à l'origine, s'est décolorée. Voici quelques exemples de closoirs en cours de restauration. Donc sur cet homme casqué, c'est un des plus beaux closoirs de la série, qui s'est révélé en très très bon état. Donc ici, donc ce signe totalement invisible à l'origine, et qui est donc peu à peu apparu malgré le fond qui reste noir. On a eu la chance avec les infrarouges de réaliser que les rinceaux, donc on le voyait très légèrement sur les bords, il y avait des rinceaux verts à l'origine sur fond noir, et on les voit apparaître très nettement sur l'infrarouge. Et voilà encore un autre cas de figure où on a des closoirs qui se répètent, c'est-à-dire vraiment des motifs réalisés qui sont complètement les mêmes sur deux types de pochoirs, sur deux pochoirs différents, avec simplement les fonds qui vont varier. Et ici, évidemment, vous avez des états d'usure. Voilà, donc je vais vous laisser avec la technique picturale. Bonjour, donc je vais prendre la suite de Florence. Donc vous présenter un petit peu, maintenant qu'on a dégrossi l'ensemble des panneaux, un peu leurs problématiques, l'état dans lesquels ils sont arrivés. Donc je vais vous parler un petit peu de la technique de ces œuvres, qui est très intéressante. Donc vous pouvez voir tout d'abord une première couche qui est donc la préparation, qui a été analysée à Marseille. Il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites par le CICRP, donc on peut avoir la composition de cette préparation. Donc vous voyez ici d'ailleurs... Pardon. Oups. Comment je reviens en arrière? Voilà. Sur le champ d'un closoir, vous voyez une coulure. Alors c'est une préparation qui a été passée en une seule couche, très rapide, très fine, dont on peut voir sur la partie inférieure ici. Non. Hop. Voilà. Oups, il faut pas appuyer en fait. Voilà, sur la partie inférieure, donc il y avait une partie des closoirs qui était cachée par les boiseries, donc qui n'ont pas été peintes, et on peut donc bien voir cette préparation. Par-dessus cette préparation, on avait des dessins préparatoires qui n'étaient pas du tout visibles ou très peu visibles avant intervention, et grâce à l'intervention, on a pu mieux les comprendre et les découvrir. Donc vous voyez ici, en fait, sous la peinture, le dessin qui représente les yeux et le nez, vous avez un petit trait plus fin, un peu plus gris, qui correspond au dessin préparatoire qui est ici nettement visible sur ce très beau visage. Et les photographies en lumière infrarouge qui ont été réalisées nous ont permis également de voir un certain nombre de dessins préparatoires qui, malgré la restauration, restent peu ou pas visibles. Donc vous voyez ici le petit trait, ici, là et là. Donc on a un dessin préparatoire qui est sommaire, qui est très rapide, très nerveux, et qui est assez ferme. Et on peut constater que la peinture, une fois réalisée, montre quelques différences. Donc le peintre a pu avoir une certaine liberté par rapport au dessin préparatoire.
Sur ce closoir, on a quelque chose de très intéressant. Donc c'est la jeune fille au miroir qui se regarde dans le miroir qu'elle tient à la main. Et bon, c'est vrai que le motif était déjà légèrement visible avant restauration. Il l'est devenu plus après restauration, mais c'est surtout les infrarouges qui ont été réalisés par Monsieur Giroux qui est parmi nous, qui en fait représentent une chose très étonnante. Vous voyez une sorte de personnage à peine esquissé qui semble sortir du miroir. Alors là, je laisserai les historiens d'art nous faire des propositions sur le sens de ceci, puisque manifestement cette peinture était visible également d'une certaine façon après la réalisation de l'œuvre. Donc en tout cas, on voit bien la technique du peintre. Alors un autre élément très intéressant sur ces closoirs, c'est que le bois était très brut, a été très rapidement mis en œuvre. On a pas mal d'accidents au niveau du support qui ont été conservés par les peintres, sans doute par souci d'économie et par souci de rapidité. Et notamment, on a des arrachements du bois et on a des nœuds, puisqu'il s'agit de résineux. Et donc les peintres semblent, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on émet, avoir su tirer parti des spécificités du support pour créer leur œuvre. Donc on le voit ici sur ce personnage casqué, on remarque que la forme du casque semble être adaptée au creusement du bois qui est donc original. Au niveau de l'œil, on remarque un nœud du bois qui a été habilement utilisé par le peintre pour figurer l'œil du personnage. De la même façon, sur cet homme de profil qu'on a appelé le personnage qui a des mots dedans, on a l'impression qu'il a mal au dents et qu'il a un foulard autour de la tête. Et donc on voit ses cheveux en fait qui sont figurés, qui sont longs, et qu'on voit ici. Et en fait, ça correspond cette zone-là à une zone de creusement du bois très verticale qui accentue ce sentiment de verticalité au niveau des cheveux. Et on a donc de nombreux autres exemples de la sorte. Alors on peut parler maintenant des pigments. Alors je ne vais pas aborder cette question-là parce que ce serait beaucoup trop long. On a un certain nombre d'analyses qui nous donnent des éléments. Et on peut constater qu'on a une très grande diversité de couleurs. Ces couleurs ont été utilisées de façon très habile par les peintres pour varier au maximum les motifs des closoirs. Donc on a un certain nombre de couleurs qui ont été utilisées dans le fond et qui ont ensuite alternativement été utilisées sur les rinceaux. Notamment on voit deux rouges, un rouge vif, un rouge plus éteint, le rouge vif étant un vermillon, le rouge plus éteint une terre. On voyait, là c'est l'effet inverse. Ici on a donc une terre en arrière-plan avec un bleu, qui était analysé comme étant un bleu indigo ou pastel. Ici, on a une autre terre, mais plutôt jaune, avec par-dessus un jaune qui est hors piment, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, l'utilisation très habile par les peintres de toutes ces couleurs très variées. Donc on avait à l'origine, là vous voyez les éléments les mieux conservés, on avait à l'origine des closoirs très colorés. Alors, je vais maintenant aborder la question de la décoloration de certains de ces pigments, qui fait partie des altérations notables sur lesquelles on ne peut malheureusement pas intervenir, notamment le bleu pastel ou indigo, qui est une laque, donc un pigment organique qui est fixé sur un colorant organique fixé sur un pigment minéral transparent, et qui avait donc une couleur bleue. Vous avez un détail là de la couleur du pigment, et vous avez certaines zones qui ont été préservées de la lumière puisque les boiseries cachaient une partie des closoirs. Donc vous avez une petite idée ici de la couleur d'origine de ce bleu qui s'est décoloré. Alors ici, la décoloration est relativement modeste parce qu'en fonction de l'emplacement sur le plafond, les closoirs étaient plus ou moins soumis à la lumière. Vous voyez ici sur le blason représentant les armes de France, avec les lys, vous voyez que le bleu s'est complètement décoloré et est devenu blanc. Alors ces phénomènes de décoloration des lacs est très classique, et en particulier les bleus pastel indigo ont tendance à blanchir sous l'effet de la lumière. Un autre type de décoloration important est celle du jaune d'or piment, donc qui est un sulfure d'arsenic, une pierre, un minéral en fait à l'état naturel. Vous voyez un bloc ici, ça vous donne une idée de la couleur. Et cela donne donc un jaune, alors là vous le voyez orangé, mais généralement il est plutôt jaune comme ça, un jaune assez vif, mais qui lui aussi est extrêmement photosensible et va complètement se décolorer. Vous voyez par exemple les parties préservées de ce closoir sont très jaunes, et ici la partie exposée à la lumière a complètement disparu. Ce closoir, vous voyez que il était moins exposé à la lumière, donc on a la partie parfaitement conservée, et les parties exposées à la lumière, on perçoit encore le jaune qui s'est moins décoloré. Alors, on a également des verres, plusieurs types de verres, je ne rentrerai pas dans le détail, mais les verres sont composés de ce bleu
pastel indigo, plus de l'or piment. C'est donc une couleur de mélange. Et comme ces deux pigments sont photosensibles, eh bien, on obtient ceci sur ce closoir, où on n'a plus que les traits de pinceau qui ont permis la mise en place de ce fond vert, avec des rinceaux jaunes qui, eux, du coup, ont également disparu. Alors, un pigment qui n'a pas été analysé par le CSRP, parce qu'il est relativement peu représenté sur les closoirs qu'on a restaurés, ce sont en fait les lacs rouges. Les lacs rouges, c'est donc à nouveau des colorants qui sont soit animaux, soit végétaux, qui sont fixés sur une base telle que de l'alun, et qui donnent un rouge très transparent. Alors, soit kermès, donc c'est animal, soit garance, c'est une plante, enfin une racine. Et on voit ici ce rouge, transparent à l'origine, rouge rosé, bien préservé par les boiseries, et ici complètement décoloré. Alors on a la chance d'avoir quelques fragments de ces closoirs qui ont été préservés de la lumière, car ils ont été utilisés comme planches de calage. Donc c'était des closoirs qui étaient sacrifiés, qui n'étaient pas utilisés, et qui donc ont été sous le parquet, complètement préservés des badigeons, de la suie, de la lumière. Malheureusement, on a ce très beau visage qui est, vous le voyez, malheureusement coupé en deux. On n'a pas la partie inférieure, mais ça nous permet d'avoir une vision très proche, probablement de l'origine, de ce à quoi ressemblaient ces closoirs, et notamment les carnations, vous voyez, très clair, avec ce jaune d'or piment parfaitement conservé, cet orange qui est peut-être du minium, un pigment à base de plomb, et ici cette laque rouge bien conservée, et vous voyez donc tous les autres, les rinceaux d'or piment parfaitement conservé. Et ici, ce closoir avec des feuilles de houx qui est dans un état de conservation exceptionnel. Alors le style pictural, vous le voyez, est un style très nerveux, très libre, très habile. Il semble qu'il y ait eu plusieurs peintres qui aient travaillé. Vous voyez sur le fameux homme casqué une très grande habileté avec ce personnage qui n'est pas tout à fait de profil, pas tout à fait de face, qui a un côté très expressif. Et d'un autre côté, vous voyez la sirène qui est dans un style beaucoup plus simple, beaucoup plus schématique. Alors on a une utilisation aussi assez intéressante du pochoir pour certains nombres de fleurs qui sont représentées, donc il s'agit d'œillets blancs qui sont visibles un peu partout, et on voit à chaque fois la même forme qui a été réutilisée pour former ces pochoirs. Par contre, certaines fleurs ont été peintes, mais elles sont plus rares. Vous la voyez ici. Vous en voyez une ici. Alors, je vais passer à l'étape finale de notre restauration, c'est-à-dire la retouche. Étant donné l'état très dégradé des closoirs, nous sommes donc partis sur une retouche minimaliste, qui avait pour but de calmer les lacunes, les altérations, sans pour autant faire de reconstitution, qui a été donc réalisée à l'aquarelle. Vous avez ici ce blason de marchand, donc dans sa phase ici dégradée, et ici avec des jus colorés, très transparents, donc qui permettent de calmer, d'atténuer la présence de ces lacunes pour redonner de la lisibilité à ces scènes. Ici, c'est un texte. Donc il était important qu'on puisse comprendre ce texte. Donc nous l'avons, vous avez ici la partie où nous sommes intervenus et la partie où il n'a pas eu d'intervention. Donc vous voyez qu'il y a uniquement, disons que les petites lacunes sont renforcées pour que la lettre retrouve de la cohérence, mais vous voyez ici les parties qui ont disparu ne sont pas reconstituées. Alors maintenant, je vais, pour terminer, vous montrer quelques closoirs donc avant et après retouche. Vous le voyez ici sur ce blason de marchand très bien conservé avant et après retouche. Et ensuite, les œuvres avant et après intervention. Évidemment, sur toute la série des closoirs, on en a sélectionné que quelques-uns qui nous ont semblé assez significatifs. Donc vous avez un peu en pendant de la jeune femme au miroir, vous avez cette femme âgée ou à la peau noire, on ne sait pas exactement, qui se regarde également dans un miroir, avant et après intervention. Vous voyez que ici, on a donc des zones très altérées, sans doute par l'humidité, avec des rinceaux qui ont presque disparu, puisqu'ils étaient composés donc d'un verre photosensible. Donc la jeune fille au miroir, avant et après intervention. Donc on peut voir à quel point on retrouve la lisibilité sur ce très beau personnage. Et un des personnages phares de notre série, des plus beaux, qu'il s'agit donc de ce personnage. On ne sait pas exactement. S'agit-il d'un homme, d'un maure avec, vous voyez, la boucle d'oreille. En tout cas, il a le teint vraiment plus foncé. Et vous le voyez donc avant intervention, on ne pouvait pas imaginer ce qu'on allait découvrir, à part le petit plumet qui avait été préservé. Et ensuite, ces rouges vermillons bien conservés qui donc nous donnent toute la lisibilité sur cette scène. Ce personnage donc qui a été identifié comme un fou, qui serait peut-être un personnage dansant, vous voyez, avec
qui serait une femme, en tout cas, plus probablement, plutôt qu'un fou, avec ses doigts qui indiquent une direction, et c'est ce personnage déhanché avec ce chapeau assez étonnant. Un autre personnage, donc une jeune fille de profil, dont on a préservé une partie avec le badigeon pour l'exposition, puisqu'il y a une exposition à Puisserguier, il y a un centre d'interprétation qui a été créé autour de ces closoirs. Et donc c'est pour ça qu'on a gardé un état avant intervention pour expliquer, faire de la médiation autour de ces œuvres. Et donc l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, le casqué, donc qui est un des personnages les mieux conservés. Et j'en profite pour vous montrer qu'on est sur un bout de planche, puisque a priori les planches ont été peintes dans leur intégralité, puis découpées en segments pour isoler les closoirs. Une sorte de personnage lion-dragon, assez étonnant aussi, hein, cet animal chimérique, assez magnifique. Vous voyez ici les restes des traces des nids d'hirondelles, et donc les restes de badigeon et de suie, puis ensuite après restauration. Et voilà, c'est terminé.